Salut tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo pourquoi l'ECS, parce que dans la liste c'est le suivant. Et non, c'est pas le DUTS encore, ce sera le prochain le DUTS. On verra au moment des déchômages. Et voilà, l'ECS vous le connaissez un petit peu, parce que vu que j'avais refait son embrayage, il est passé sous la caméra pas mal de fois. Donc on va faire un petit tour mais rapide, hein. Alors pourquoi j'ai ce tracteur là? Donc ce tracteur là il était en reprise parce que j'ai repris l'exploitation d'un voisin d'une 50aine d'hectares, et c'était pendant un temps ça a été son tracteur de tête, et puis quand je l'ai repris avec le Massey, c'est le Massey qui l'a remplacé en tracteur de tête. Il s'était dit que pour sa fin de carrière il aurait bien aimé avoir un tracteur qu'à la clim, parce que là il n'est pas très équipé en clim, hein. On ouvre tous les carreaux puis on est pas mal, mais bon voilà, c'est une clim assez succincte, mais finalement tout ouvert, il a beau faire pratiquement 30 degrés aujourd'hui, on est pas mal, hein. C'est un peu bruyant, mais on est pas mal. Donc à la base je comptais garder le Massey et le revendre assez vite, et puis finalement à force de m'en servir, ce tracteur là il est absolument génial, parce que c'est un petit gabarit, il est super compact, et puis comme il a un petit moteur, un petit 4 cylindres, il consomme pas des masses. Et il a une patate d'enfer. Il a une pompe d'injection en ligne qui est presque aussi grosse que le moteur. C'est impressionnant là-dessous. Je lève pas le capot parce que pour l'échappement il est bouillant, il faut le démonter pour soulever le capot. Donc voilà, c'est comme ça. Et non, il va super bien, hein. Pour l'irrigation, il est super maniable. Alors il roule pas à 40, ça c'est le petit défaut. Pour aller au champ ça aurait été bien, mais le côté maniable pour tourner autour de le rouleur et tout, c'est assez génial. Et puis le côté, il n'y a pas de clim, donc on n'a pas peur d'ouvrir les carreaux. La cabine, c'est pas très propre, mais de toute façon c'est le tracteur un peu de ferme, hein, donc ça fait le job. Il est bien monté, hein, en 16-9 38, ce qui me permet de faire l'irrigation en grosse roue et de pas bousiller mes roues étroites, de pas matraquer les champs, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Il manque un petit peu de poids pour tirer la bobine, mais bon, on arrive à faire avec quand même. Sinon quoi d'autre, je l'ai passé en éclairage full LED, hein, depuis un an. C'est le cas de le dire, c'est le jour et la nuit, hein. Surtout que les phares encastrés en haut, c'est exactement les mêmes que ceux que j'avais sur le Massey. Donc j'avais pu les essayer avant, et franchement ils éclairent bien. Ils sont à la fois longue portée et éclairage large, et c'est vraiment appréciable. Qu'est-ce que c'est qui est bien aussi sur ce tracteur là? On va passer derrière. C'est que pour tout faire, au niveau des trompettes et tout, il est monté assez solide, hein. Et pour moi il est monté plus solide que le Massey, c'est du Styr, hein. Donc j'ai pas peur de lui mettre de la charge. Le relevage, on n'a qu'à voir les vérins, c'est quand même très costaud pour un tracteur de 94 chevaux. Le contrôle de position il est au top, donc pour passer le broyeur il est génial. Voilà, d'ailleurs il est au broyeur d'accotement. Et puis l'autre avantage de ce tracteur là, c'est les distributeurs mécaniques. Voilà, hop là, je m'insère entre l'attelage et le tracteur, et du coup j'accède à mon hydraulique pour l'irrigation sans remonter dans le tracteur. Voilà, donc avec un méchant petit tendeur je le tiens en pression, et c'est très rudimentaire, mais c'est franchement très pratique. Ça m'évite comme je pourrais faire avec le N154 ou tout autre tracteur, même le Massey, de remonter dans la cabine à chaque fois pour activer l'hydraulique. Parce que le Massey par exemple, il avait beau être en distributeur méca, je pouvais pas faire comme lui, parce que c'était des téléflexibles de A à Z qui rentraient dans le distributeur. Et du coup j'étais obligé de remonter dans la cabine à chaque fois. Donc c'est assez chiant quand il y a 5 enrouleurs à changer le matin. Voilà, monter descendre, on en a vite ras le bol. Et puis on va monter dans la cabine. Pour, les commandes de relevage, c'est facilement accessible. Donc pareil, super pratique à l'arrosage. Et en cabine, son gros avantage pour faire du petit broyeur d'accotement, en plus du côté maniable, c'est que c'est un distributeur en croix.
Donc monter descendre pour le broyeur, et puis droite gauche, voilà. Donc ça c'est vraiment un truc c'est vraiment un truc, je m'en passerai plus maintenant, hein. Le seul qui peut être aussi pratique, les seuls qui peuvent être aussi pratiques que ça, c'est les deux Valtra. Donc, autant que le N154 pour le broyeur d'accotement, il n'est pas très pratique parce que la cabine elle est très éloignée, elle est très sur l'avant du tracteur par rapport aux roues arrière, et avec les ailes en fait j'ai aucune visibilité sur le broyeur. Tandis que là, voyez, je mets la caméra à l'endroit de ma tête et on voit le bord du broyeur assez facilement sans trop d'effort. Donc c'est vraiment sympa. Hop là. Voilà, faut que ça remonte. Voilà, puis le toit ouvrant, les vitres latérales, arrière, tout qui s'ouvre, franchement on est au top sur ce tracteur là. Il est d'une fiabilité monumentale parce que sur les CS, enfin sur les Steer même, en fait on a j'ai la boîte de vitesse la plus simple du monde, c'est juste un îlot. En fait j'ai juste plus moins, d'ailleurs j'appuie sur le plus, hop, on a le petit voyant lièvre qui apparaît, et ça suffit. Ça lui suffit et ça le rend super fiable. En fait, ce qui pêchait sur ces tracteurs là, c'était la commande électrique avec les quatre rapports sous charge. On avait une cartographie qui n'était pas si bien protégée que ça et qui posait assez facilement des problèmes avec une boîte un peu fragilisée. Tandis que là, il n'y a quasiment pas de pignon à l'intérieur, c'est d'une simplicité enfantine, ce qui le rend vraiment très très fiable. Et puis on a une visibilité, voilà. Que demander de plus? Donc voilà, c'est un tracteur que j'ai pas décidé d'avoir, que j'aurais pas choisi au moment de l'achat, mais maintenant que je l'ai, pour rien au monde, je m'en sépare. Et puis bon, il est tout neuf, il a 8625 heures. Donc voilà, premier embrayage changé il y a environ 300-400 heures. Voilà, il est reparti comme un neuf. Donc après, alors la petite maladie qu'il y avait sur ces tracteurs là, c'est qu'en fait, je vais couper le moteur parce qu'on l'entend presque plus que moi. La petite maladie sur ces tracteurs là, c'est qu'en fait quand ils étaient livrés, alors c'est pas forcément un problème du constructeur, hein, c'est que le liquide de refroidissement qui équipait le tracteur, au bout d'un certain nombre d'années, il avait tendance à se dégrader. C'est-à-dire que la partie grasse se dissociait de la partie liquide et ça faisait assez vite de la mayonnaise, sans qu'il y ait pour autant de joint de culasse à refaire. Et ça bouchait un peu tout. Donc voilà, sur celui-là on s'en est rendu compte à temps. Et c'était assez fastidieux à nettoyer. J'avais fait un raccord pour mettre tout le circuit de refroidissement du moteur en circulation, branché sur le Karcher à eau chaude avec l'eau le plus chaud possible pour tout faire circuler et faire sortir un maximum de mayonnaise. Et ma foi, on a pas mal réussi parce qu'il en reste un petit peu. Mais franchement, par rapport à ce que c'était, c'est génial quoi. Et donc c'est un petit moteur MWM avec des culasses séparées, un petit peu comme on avait sur les Fendt, les anciens 514C, j'en ai eu un, et il avait ça aussi. Et c'est assez pratique. Ça, s'il y a un problème, on n'est pas obligé de toucher à tout le moteur. Donc voilà, enfin on va toucher du bois, hein. Le but c'est pas de le déculasser. Mais non, petit tracteur bien pratique. Tout est bien accessible, hein. Les panneaux de fusible, alors c'est un peu poussiéreux, hein. Il va avoir son entretien dans pas longtemps, mais là il est, on va dire, en fin de saison et on va bientôt le préparer pour la saison, pour l'été, saison d'irrigation et tout, donc il va avoir droit à un bon gros nettoyage. Deuxième panneau de fusible là-haut, et puis une grosse boîte à gants là. Elle est un peu pleine, alors du coup je l'ouvre pas parce que après il faut pouvoir la refermer. Mais voilà, puis la ventilation, ça suffit, hein, que demander de plus. Voilà. Puis pour l'hiver, c'est le tableau de bord, c'est la ventilation du tableau de bord qui s'occupe de la partie chauffage. Voilà. Donc c'est un tracteur, même sur la carte grise, il a un PTRA qui est vraiment pas dégueu, ce qui me permettrait pas de lui mettre la 18 tonnes quand même, faut pas exagérer, mais avec ma Gilibert, ma 13 tonnes 5, il peut se balader tranquillement, les doigts dans le nez, hein. Bon, il cuisserait un petit peu pour l'emmener, mais par contre, c'est un tracteur qui peut très bien remplacer à la moisson si j'ai un pépin sur le McCormick ou sur un des tracteurs de moisson.
L'autre avantage, c'est que comme il est tout petit, ma fosse à la base c'était une fosse de passage. À l'époque où on était en John Deere, avec le 42-40 et puis le 30-50, on passait sur la fosse. Passer ceux-là, bah, ils sont tous trop hauts. J'ai que mon N151 qui est capable de passer sur la fosse, mais à l'envers. Voilà. Je vous montrerai peut-être un jour, mais voilà, c'est pas pratique. Et celui-là, bah, comme il est tout petit, dans les champs qui sont derrière, à la rigueur, on le met sur une des essieux et on peut se servir de la fosse à l'ancienne, avec la remorque en intérieur. Et ça peut être vraiment intéressant. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère en ressortir une ou deux avant la moisson. Ça commence un petit peu par-ci par-là, c'est assez compliqué. Je souhaite un très grand courage à ceux qui ont de l'escourgeon, parce que bah, il pleut pas mal et puis il y a beaucoup de moissonneuses qui s'enlisent dans les champs. Voilà, ça va être une année assez compliquée. Hein, pour une moisson en plus qui va être assez moyenne. Enfin, qui s'annonce assez moyenne en tout cas. Voilà, moi je suis au bord de mon colza. Voilà, j'en ai broyé une partie sur la rive parce que j'avais eu un petit problème avec la mise en route du sous-bois monogrène, qui a été vite résolu, mais du coup la première passée elle était assez moyenne, et puis en plus bah, le colza il n'a pas une épaisseur si monumentale que ça, parce que c'est une partie du champ qui a baigné pendant un moment dans l'eau. Voilà, et le colza c'est une plante qui aime pas l'eau. C'est comme ça, on fait avec ce qu'on a, et puis avec les années qu'on a, c'est la météo qui décide, donc c'est comme ça. Mais bon, personnellement, je préfère composer avec une météo qui nous tombe dessus, mais qu'on n'a pas le choix d'encaisser. On y arrive tous les ans. Hein. À la fin, bah, vous voyez, il y a des chances, mais on arrive à faire le job. Et finalement, bah, peu importe les conditions qu'on a, c'est toujours plus facile de faire avec ça qu'avec les contraintes administratives qui sont à la fois abusives, qui se contredisent, et quand on regarde, qui n'ont absolument rien d'écologique. Ça vire carrément dans le ridicule avec l'idéologie qu'on connaît, et j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en parler. Voilà, malheureusement. Ce serait bien qu'on reconnaisse pour une bonne fois pour toutes le savoir-faire de l'agriculture française, qu'elle soit conventionnelle, raisonnée, de conservation ou bio. Faudrait qu'on reconnaisse l'agriculture, la qualité de l'agriculture française par rapport au reste du monde, parce que voilà, si les pays qui utilisent des produits phyto à outrance sur des cultures OGM voyaient comment la soi-disant meilleure agriculture du monde était traitée dans son propre pays, je pense qu'ils rigoleraient bien. D'ailleurs, sûrement qu'ils rigolent bien. C'était la petite parenthèse. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et je reviens vers vous très vite pour de prochaines vidéos. Au programme, il y aura la démolition de la grange. J'ai encore une petite partie à filmer pour aller présenter l'établissement KG Terrassement, qui m'ont fait la démolition. Et puis, j'espère vous montrer dans cette même vidéo-là, pourquoi pas, un petit début de construction du hangar. Ce qui devrait arriver, dans les prochains jours, voire semaines, mais en tout cas, dans 15 jours, ça devrait démarrer. En plein pendant la moisson, mais pour le nouveau bâtiment, c'est pas bien grave. Par contre, j'ai une partie rénovation, et là, il faudra que ce soit absolument fait, parce que c'est un bâtiment de stockage. Voilà, allez, à bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.